Nous allons bientôt commencer nous commençons maintenant la deuxième partie qui est donc le dialogue avec vous. Auparavant, je voudrais faire une remarque et peut-être, discuter avec Stéphane sur ce qu'on appelle les applications. Alors, on considère la science simplement, plus exactement, j'ai peut-être commis... j'ai orienté les débats scientifiques vers ce que j'appellerais les risques présentés par certaines inventions, le nucléaire, les biotechnologies, etc. Alors je crois quand même qu'aujourd'hui, prenons un pays comme la France a un problème majeur qui est l'emploi, qui est le fait que il y a beaucoup de... Notre industrie, entre guillemets, est malade, où il y a une désindustrialisation. Et mon point de vue, c'est qu'une des chances de la France, c'est d'avoir une science fondamentale vivante qui débouche sur justement qu'il y a beaucoup d'applications et que, effectivement, les applications, la mise en œuvre des applications, ça se fera par l'intermédiaire d'entreprises, et ces entreprises, évidemment, elles sortent du monde scientifique, elles rentrent dans le monde marchand, mais elles sont initiées par les applications venant de la science fondamentale. Et c'est pour ça que je pense que il me semble assez... il y a plusieurs débats, bien sûr. C'est effectivement prémunir la société contre les risques, mais c'est aussi lui donner, de mon point de vue, des espoirs, alors pourquoi prenons le cas du boson de Higgs. Le boson de Higgs, il est fait... c'est une particule élémentaire qui a été découverte par un accélérateur de particules. C'est une grosse machine, une énorme machine, qui a coûté fort cher à beaucoup de pays. Mais un des résultats nets de cette machine, c'est que ça a créé une industrie absolument phénoménale dans cette partie de toute la partie française qui jouxte Genève et puis évidemment la partie suisse. Eh bien, vous avez des entreprises qui travaillent sur les aimants, sur les techniques du froid. Donc vous avez eu une floraison économique tout à fait considérable, induite simplement par la recherche d'une partie de la particule élémentaire manquante. Et puis on pourrait multiplier les exemples, c'est-à-dire que par exemple, en ce moment, vous savez qu'il y a un accélérateur expérimental au sud de la France pour tester l'énergie nucléaire. Eh bien, regardez, c'est ma liberté. Bien sûr, mais je termine. Non, mais que tout le monde ait un temps de parole, ça me semble aussi que la condition démocratique, comme ça a été rappelé fort justement par le grand juriste qui nous a parlé. Alors je termine. Je peux parler aussi l'esprit des lois et l'esprit de la République, l'esprit en fait où vous prendre la parole. Merci. Bon, très bien. Bon, je m'arrête. Voilà. Pas forcément, vous pouvez continuer à parler, mais parler comme vous disiez. Non, mais voilà, alors maintenant, alors posez vos questions. Écoutez. Alors, les questions, moi j'ai une première question en fait.
Il est 17h, il faut entamer le débat. Mais je l'ai entamé. Enfin bon. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en fait, je me félicite d'avoir pu entendre un débat d'une qualité pareille sur, comment dire, les difficultés qui sont en fait liées à... Parlez près du truc. Si, c'est allumé. Parlez près du micro. Oui, ça marche? Non, mais attends. Non, comme ça, il faut le marquer. Non, regarde, il faut que tu parles comme ça. Là, là. Et maintenant... Non, je pense que ça marche, effectivement. Oui, non, je me félicitais d'avoir assisté au débat, et je ne veux pas monopoliser la parole, je veux simplement dire que deux choses. La première chose, c'est la relation entre la science et les technosciences. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un discours, en fait, sur le plan épistémologique, qui relève, en fait, d'une connaissance scientifique qui relève du XVIIIe siècle. L'opposition entre savoir fondamental et savoir appliqué, ça a été redit par Stéphane Delis-Georges. Les programmes, en fait, de connaissances fondamentaux, de plus en plus, en fait, répondent à la technoscience. Et donc là, il y a un vrai problème, qui est un problème qui ouvre directement sur le politique. Ça a été dit par deux fois. Donc je pense que, disons, ressasser un discours des lumières, des petites lumières, alors qu'il s'agit de réinventer les lumières, que ce soit en fait au niveau pédagogique, une théorie des choix limitée à la personne, mais ça me semble totalement du people choice très limité, puisqu'en fait les choix, ça a été dit par le juriste, les choix sont des choix collectifs, des choix politiques qui engagent évidemment, la richesse créée par les hommes et pour tous les hommes. La question que je voulais poser, c'est la question de la théorie de l'innovation. Évidemment, aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent pas sur l'innovation, ou en fait, elles fonctionnent sur l'innovation qui est largement subventionnée par des politiques publiques. La question que je me pose, c'est les droits de propriété. Il y a une captation, en fait, des droits de propriété qui sont liés, en fait, à cette situation, qui est tout à fait dommageable. Et donc, est-ce qu'on pourrait envisager, juridiquement, une révision des droits de propriété dans, la possibilité de réarticuler une théorie de l'innovation qui soit pas une théorie de l'innovation individuelle schumpeterienne, dont vous avez tout à l'heure fait un peu implicitement la référence, c'est-à-dire d'un côté il y a l'entrepreneur et de l'autre côté il y a ce qui pourrait s'appeler le politique ou l'institutionnel. Voilà ma question. Et j'avais une deuxième question sur la prospective, puisqu'il a été question de la prospective. Il est clair qu'en France, en fait, les grands outils de la prospective, Gaston Berger par exemple, qui ont développé des industries, des visions entre guillemets qui étaient liées au plan après 45, ont totalement disparu. Et en fait, on peut dire aujourd'hui qu'il nous manque probablement encore une vision de l'avenir. Et c'est pas simplement en essayant de rallumer les lumières du passé, c'est-à-dire en fait l'idéal du XVIIIe siècle qu'il s'agit de faire, mais c'était de réinventer l'esprit des Lumières, de ne pas créer simplement une post-modernité, comme ça a été dit, mais une seconde modernité, comme dit Beck, par exemple, et où la condition de la démocratie est fondamentalement un enjeu, et c'est tout ce que je voulais dire. Et donc la question qui est posée ici, probablement dans les 2 jours qui viennent, c'est la question de la réorganisation du champ politique. En tout cas, moi je ferais une petite nuance par rapport à la désignation brute de technosciences. Je pense que c'est un appareil nécessaire que celui qui a été développé pour le type de questionnement qu'on voulait adopter, c'est-à-dire le type de sonde nécessaire. Donc, il y a une manière aussi qui se veut d'évaluation critique de la science en disant, oulala, maintenant c'est des usines, c'est presque des usines à gaz. La mobilisation concernant le CERN est absolument démentielle, et c'est de la technoscience pure et dure. Et on est loin de la beauté, donc de l'élucidation des lois fondamentales de la nature comme c'était au XVIIe. Moi, je dirais absolument pas ça. Simplement en termes de coût social. Moi, je trouve au contraire que ce sont, d'une certaine manière, la continuation de quelque chose qui est extrêmement important, l'enquête sur la nature. Ça revient à peu près à 1,5 € selon les calculs, à 2 € par Européen, le CERN. C'est-à-dire que c'est pichenette. C'est rien du tout. C'est comme l'espace, ça coûte 2 € par Européen. C'est rien du tout. Donc, et par rapport à, évidemment, d'autres budgets. Donc, encore une fois, les petits joujoux technoscientifiques, je trouve que c'est bien. Et puis, sur l'autre point, si j'ai bien compris, je dis pas, je veux pas vous faire assumer ça, hein. D'accord.
Et sur l'autre point, moi, j'ai pas très bien compris comment c'était organisé la chose. Parce que, prenons un exemple tout à fait négatif. Il y a un très grand monsieur qui a travaillé sur le magnétisme. C'est maintenant dans tous les lecteurs de CD. S'il avait eu la malice, s'il avait eu l'esprit un tant soit peu mercantile, il prenait des brevets, il faisait développer, il serait archi milliardaire. Comment? J'entends pas, on entend. Oui, c'est ça. On va passer peut-être à d'autres questions. Non, mais je vais juste finir là-dessus. Et pour finir, je ne sais pas, parce que là, tu sais peut-être beaucoup plus de choses, toi, Jean. Est-ce qu'il faut, là encore, c'est une manière d'élargir ou d'orienter autrement la question que vous avez posée. Les plans, c'est bien. Les plans d'évaluation, c'est bien. C'est de la recherche publique, donc on doit avoir quelques idées pour planifier. En même temps, qu'est-ce qu'on peut penser de ceux qui, dans beaucoup de domaines, montent des petites entreprises, maintenant c'est les start-up, à partir de découvertes faites sur des points particuliers de la recherche fondamentale. Voilà. Si je peux terminer juste ce que je voulais dire tout à l'heure, à savoir que, disons, il faut aussi examiner le progrès de la science d'un point de vue, je veux dire, de progrès économique. Et effectivement, un des sujets sur lesquels les politiques devraient se pencher. Alors effectivement, sur la propriété intellectuelle, ça c'est un problème extrêmement... Moi je ne suis pas juriste et donc je ne me lancerai pas dans de savoir, c'est très abominablement compliqué. Mais en tout cas, il y a une chose qui est beaucoup moins compliquée et à mon avis où les politiques sur lesquelles ils devraient travailler, c'est le passage entre ce qui est fait dans les laboratoires et la création d'une entreprise qui crée des emplois. Et ça, aujourd'hui, enfin, il y a absolument rien, presque rien qui est fait. C'est-à-dire que créer une entreprise, c'est effectivement extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et donc, effectivement, d'arriver à trouver des processus qui permettent de passer de découvertes fondamentales ou appliquées à des entreprises et donc à des emplois, me paraît une priorité. D'autres questions? Oui. Merci. Moi, je voudrais revenir sur 2 ou 3 petites choses. Pour moi, la connaissance, c'est très bien, mais je trouve qu'elle est bien souvent trop spécialisée pour pouvoir juger aussi des autres domaines. Donc, je trouve qu'à ce moment-là, d'accord, le peuple n'a peut-être pas la connaissance, au titre vous l'entendez, mais je pense qu'il a une intuition qui est peut-être plus porteuse et puis qui fait qu'il est moins sectaire. Parce que vous savez, les scientifiques, entre eux, ils sont spécialisés beaucoup dans un domaine, mais après, dans le reste, ils ne connaissent pas forcément. Donc, ils sont un peu au même plan que nous, après, pour voter. Hein, parce qu'il faut quand même en revenir au sujet de la discussion, le vote. Notre souci, ce n'est pas de mépriser le peuple, c'est de dire que le peuple a le droit, lui aussi, d'avoir accès à l'information, c'est tout. Oui, bien sûr. Pour ce qui est des écoles, je voulais dire, moi je suis bergeracoise, alors donc je vois, et j'ai vécu ailleurs longtemps, il n'y a que 13 ans que je suis en Dordogne. C'est vrai que les écoles, on a l'impression que le niveau baisse, mais je pense qu'il y a autre chose qui fait aussi que ça baisse, la foi des professeurs. Et je peux parler, j'ai une fille professeure aussi, qui n'est pas ici, qui est en région parisienne, mais c'est vrai qu'ils en prennent tellement sur la tête de tous les côtés qu'il faut vraiment avoir le feu sacré pour être encore professeur. Et elle fait partie justement de ceux qui l'ont, et je peux vous dire que c'est quelque chose de délicat. Il faut commencer dès les jeunes classes. Il ne faut pas attendre d'être au lycée pour commencer à parler de science, à faire des petites expériences et tout ça. Je pense que ça, il faut commencer très très tôt. Et dès la maternelle, c'est bien aussi les petites expériences. Ça passionne les enfants et ça leur donne envie de continuer. Vous avez une question ? Oui. Donc je voulais demander là, en fait, vous tous réunis, vous avez quelle vision par rapport au vote? Est-ce que vous croyez que le vote tel qu'il est défini actuellement est valable?
ou est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte maintenant du taux d'abstention et du vote blanc? Parce que ça aussi, je crois que là, de ce moment, c'est surtout ça ce qui est prioritaire dans les votes. Hein. Donc là, et c'est pas qu'une question de méconnaissance. Je crois que c'est plus une question peut-être de dégoût que de méconnaissance. Qui a une compétence là-dessus, à part juriste encore? On sort un peu de notre sujet, tout au moins c'est le sujet qui m'avait été donné, qui est le vote en connaissance de cause face aux controverses éthico-scientifiques. Alors, le vote en général, par rapport à la question que vous avez posée, ça doit faire l'objet d'autres débats. Bon, alors, pour le moment, je vais répondre comme Churchill, la démocratie est le pire des systèmes, le problème c'est qu'il n'y en a pas de meilleur. On en a trouvé d'autres. Je suis désolé, on a trouvé d'autres systèmes, mais je n'ai pas dit le meilleur. Oui, Marie-Christine Bouteau, donc je suis diplômée de sciences politiques il y a un certain temps, n'est-ce pas? Et je suis également élue, ce qui est donc extrêmement difficile puisque nous avons un rôle donc de passeur, de décideur. Nous ne devons pas décider tout en décidant. Donc bon, je mets ça au début parce que c'est important pour la suite. Alors j'ai apprécié toutes les interventions, je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis évidemment pas du tout une scientifique, puisque j'ai malheureusement fait que de la science humaine et un petit peu de droit constitutionnel. Donc je suis aussi, je le dis ici, militante d'Europe Écologie Les Verts. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de scientifiques parmi mes collègues militants. Il y a beaucoup de physiciens nucléaires, évidemment, beaucoup d'agronomes, beaucoup de géographes. Et la confrontation entre les scientifiques et, par exemple, moi qui ai ma connaissance, souvent les discussions qu'on a entre nous, ils disent « Ah ben c'est intéressant parce que dans les choix scientifiques, en fait, c'est pour ça que la discussion est intéressante. Souvent, il y a la science, vous l'avez d'ailleurs assez évoqué, M. Bic et M. Rojat, mais il y a aussi la dimension politique de l'aspect scientifique. C'est-à-dire qu'il y a la science. Alors moi, je suis assez admirative parce que je suis vraiment la littéraire de l'équipe, donc je trouve ça tout à fait merveilleux. Donc, surtout les sciences très compliquées, parce que j'ai jamais été bonne en mathématiques. Donc, je fais partie de ces filles qu'on écarte évidemment de toutes les carrières scientifiques, tout au moins qu'elles s'auto-écartent. Voilà. Et donc, c'est en ce sens que je veux expliquer que dans une dimension scientifique qui est tout à fait existante, vous l'avez très bien dit, et je ne suis pas forcément d'ailleurs capable de le répéter, il y a une autre dimension qui est une dimension politique. Je résumerai peut-être brutalement, et je vous laisse la liberté de répliquer, les OGM, par exemple, typiquement, dans les OGM, souvent nous sommes sollicités, soit élus, soit militants, soit personnes, hein, tout simplement, sur la question scientifique des OGM. Or, finalement, moi je me suis fait un peu une religion, si je puis me permettre ce terme. Les OGM, sur le plan scientifique, ça peut poser des soucis, mais bon, pourquoi interdire? Voilà, je pense qu'il faut... Voilà. Mais ça pose pour moi une question strictement politique que vous avez abordée, qui est la propriété des gènes. Et en fait, et la liberté de la personne qui veut cultiver bio. Et pour ça, c'est une dimension très politique. Et il n'y a pas, je veux dire, il ne faut pas trop se perdre dans les aspects scientifiques qui sont intéressants, qui sont innovants, mais la question, elle est strictement politique à ce niveau-là. Et je pense qu'indépendamment d'une connaissance scientifique que je souhaite à tout le monde, parce que c'est riche, c'est comme l'art, la science, il faut ouvrir vers la science, il faut ouvrir vers l'art, c'est très important, mais il y a une partie politique qu'il faut bien savoir cerner, et c'est en ce sens que tous les médias, comme il y a insuffisamment de journalistes formés, l'information est tout à fait insuffisante. Vous avez, vous, évoqué des problèmes politiques tout à fait typiques, hein, c'est-à-dire de contradictions entre des intérêts, on va dire, citoyens et des intérêts économiques. Je prendrai aussi un autre aspect qui est moins connu, c'est l'aspect de l'énergie nucléaire. Alors l'énergie nucléaire, on peut parler indéfiniment des déchets,
comment dire, des conséquences sanitaires d'une centrale nucléaire. On peut en parler, ça nécessite beaucoup de connaissances scientifiques, mais il y a un aspect qui est assez peu abordé, et ça aborde d'autres sciences que les sciences que vous avez abordées, c'est l'aspect de la démocratie, enfin, je dirais de l'organisation de l'énergie nucléaire. D'ailleurs, on ne parle pas d'une usine nucléaire, on parle d'une centrale nucléaire. Et l'énergie nucléaire est une énergie qui est très centralisatrice et qui donc fatalement induit un mode d'organisation sociale tout à fait centralisé, des décisions centralisées et donc fatalement une démocratie. Enfin, nous, moi, évidemment, compte tenu de mes engagements, j'appelle ça une énergie totalitaire, mais c'est une dimension tout à fait politique, et je pense qu'elle est extrêmement, peut-être pas facile à comprendre, mais je voulais terminer, excusez-moi, je suis un peu longue, je voulais terminer en disant que cette dimension politique des choix scientifiques, elle doit vraiment être mise en évidence. Et surtout, moi, je vois que beaucoup de citoyens disent « Oui, mais nous, on voudrait militer à Europe Écologie Les Verts. » Je pense ça, mais ça peut être un autre parti. Mais dit « Mais on n'a pas les connaissances pour. » Mais ce n'est pas un parti de scientifiques, c'est un parti de militants politiques. Et notre rôle, je dis de mon rôle, mais je suis aussi une élue de la République. Donc, voilà, c'est le rôle, d'une manière générale, de la démocratie, c'est d'être aussi une démopédie, c'est-à-dire comment dire, essayer de faire comprendre. Et je vais juste conclure, et ce sera peut-être pour vous, Monsieur Jean Audouze, il se trouve que moi je fais sciences politiques, c'est assez glorieux. Vous savez ce que ça m'a donné? Ça m'a donné la liberté, et je dirais la légitimité par rapport à des experts, et je suis, comme beaucoup, souvent confrontée à des experts, de dire « Ah ben je ne comprends pas ». Or, souvent, le militant, le citoyen moyen, il va s'abaisser, il ne va pas dire « je ne comprends pas ». Mais moi, qui ai fait sciences politiques, je suis une grande personne. Hein, donc moi, je peux dire « je ne comprends pas ». Alors évidemment, on me regarde de haut, une pauvre fille, voilà. Mais je dis « expliquez-moi ». Et je vais comprendre. Et en fait, souvent, quand je dis « je ne comprends pas », j'ai très bien compris, et mon interlocuteur aussi. Juste, j'en profite pour prendre la parole, pour rebondir sur ce que dit Marie-Christine. Étant anthropologue et n'appartenant pas aux sciences dites dures, mais aux sciences molles, je pense qu'on pourrait aussi se poser la question de l'apprentissage des sciences sociales et humaines en primaire, au collège et au lycée, qui donnerait cette capacité à pouvoir être un ignorant attentif. Je m'appelle René Berthier. Mon domaine sur le plan professionnel, c'est, disons, la langue française, mais pas seulement française. Alors, je pense que poser la question en termes de peut-on ou faut-il voter en connaissance de cause, c'est une question un peu perverse, parce que ça implique que quelqu'un doit décider ce qu'est la connaissance de cause, c'est-à-dire un juge ou en tout cas une instance qui décide que les uns peuvent voter en connaissance de cause et pas les autres. Alors, je partage parfaitement les inquiétudes concernant l'absence de formation scientifique dans la population, en particulier la population qui vote, puisque c'est elle qui décide pour les autres. Mais je pense également que ça ne suffit pas. Le fait que le système d'éducation nationale, entre autres, ne permette pas aux enfants, mais aussi aux adultes, d'acquérir des connaissances scientifiques et de critiquer, de faire le constat de cette situation, n'implique pas nécessairement une connaissance scientifique importante. Et un père et une mère de famille ignorants sur le plan scientifique peuvent parfaitement décider et parfaitement comprendre que l'absence de formation scientifique dans les écoles est une mauvaise chose. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation scientifique poussée. C'est une simple question de bon sens. Et en matière de choix politique et d'orientation politique, on a un peu tendance à oublier le bon sens, et c'est ce que disait Madame tout à l'heure. Bon, je n'avais pas l'intention de poser des questions, je voulais simplement faire ce commentaire. Comme mon domaine, c'est la langue, je pourrais aussi décider, c'est-à-dire prendre le même processus que le vôtre, c'est de dire que ceux qui ne connaissent pas la langue française ne sont pas habilités à voter, parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire. On pourrait dire ça aussi. Bon,
et concernant les sciences sociales également. Bon. Je termine sur le proviseur de Bergerac. Il me fait penser à un certain instituteur que j'ai connu en 1957 qui a déclaré à ma mère que je n'étais pas fait pour faire des études. Et en 1957, quand l'instituteur d'un petit village disait ça, on l'écoutait. Ma mère n'a heureusement pas écouté ce gars-là. Et il y a chez les gens qui sont détenteurs du savoir et de la connaissance une certaine arrogance qui est absolument insupportable et qui pousse les gens qui sont ignorants et qui ne veulent pas, qui ne sont pas assez formés pour résister à cette arrogance, à faire des choix qui malheureusement peuvent conduire à des conséquences extrêmement dommageables. Alors, merci. D'autres questions? Mais bien sûr, vous pouvez. Pendant 20 ans, j'ai enseigné les sciences, enfin oui, pas les sciences molles, parce que je les connais pas, ou mal, mais j'ai enseigné les sciences dures à Sciences Po Paris pendant 20 ans, voilà. C'est simplement pour vous dire que... non mais il s'est trouvé que les directeurs de Sciences Po... C'était donc Alain Lancelot et puis ensuite Richard Descoings, eh bien, ont voulu que leurs élèves aient une possibilité d'avoir un peu de culture scientifique. Oui, bien sûr. Oui, non, juste un mot, ça, très rapide, pour vous dire que moi j'enseigne une science qui est tantôt considérée comme molle, tantôt considérée comme dure, suivant les gens. Donc je suis très décomplexé vis-à-vis de cette affaire-là. Mais je crois qu'il y a un point commun dans toutes vos questions. C'est une question de complexité et une question de frontière. Voilà. Manifestement, on est dans la complexité. C'est-à-dire que tout ce dont on parle est complexe. Et évidemment, enfin, j'espère que personne n'a compris qu'on était partisan d'interdire le vote à quiconque n'avait pas un bac plus 12 dans le domaine scientifique. Donc, donc on est dans la complexité. Et c'est une question de frontière parce que, on le voit bien, discipline littéraire, discipline scientifique, sciences dures, sciences molles, questions éthiques, questions scientifiques. Enfin, on est sans arrêt sur des questions de frontières. Sciences, technologie aussi. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que la question n'est pas de savoir s'il faut distinguer ou pas. La question, c'est que on ne peut pas montrer la complexité des interactions sans distinguer. Et s'il faut distinguer, c'est pour montrer la complexité des interactions et pas pour introduire des frontières étanches. Et si c'est intéressant de voir que le regard technologique et le regard fondamental peuvent être conceptuellement distingués, c'est justement pour mieux montrer qu'ils sont inséparables dans la complexité de la réalité. Voilà. Une autre question dans la salle? Je suis biologiste. Oui. Oh, excuse-moi, Jean-Paul. Oui, il a été question des mathématiques. Je me permets de réagir parce que j'ai baigné dans le milieu de cet enseignement pendant plus de 40 ans. Je me permets simplement de signaler